Un général venu de l'ombre a bouleversé la carte de l'Afrique de l'Ouest en une seule nuit. Ce scénario, digne des grands tournants de l'histoire moderne, rappelle le choc du renversement de Kwame Nkrumah au Ghana dans les années 60 ou encore la brutale rupture de la Yougoslavie dans les années 90. Mais ici, l'épicentre, c'est la Guinée-Bissau, un petit pays à l'histoire tumultueuse mais aux conséquences géopolitiques immenses. En novembre 2025, Horda Inanamon s'empare du pouvoir en Guinée-Bissau. Son opération n'est pas un simple coup d'État classique comme on en a vu des dizaines dans cette région. Il s'agit d'un acte fondateur d'une nouvelle ère. Presque aussitôt après avoir pris la tête du pays, il proclame le retrait immédiat de la Guinée-Bissau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Or, cette organisation, depuis près d'un demi-siècle, régulait la diplomatie, la sécurité et le commerce ouest-africains, servant tantôt de bouclier, tantôt de médiatrice, tantôt de moteur d'intégration. Ce retrait n'est ni une pause ni un chantage destiné à obtenir de meilleures conditions. C'est une rupture totale, une contestation frontale de l'ordre post-colonial, trop souvent perçue comme inféodé à l'Occident. Mais la manœuvre du général Horda va plus loin encore. En quittant la CEDEAO, la Guinée-Bissau ouvre sans détour aux trois juntes sahéliennes, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un accès direct à l'océan Atlantique. Ce geste d'apparence technique est en réalité un séisme stratégique. Pour comprendre la portée de cette fenêtre offerte sur la mer, il faut se rappeler que, jusqu'ici, ces trois pays enclavés dépendaient de corridors commerciaux contrôlés par des voisins parfois hostiles, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Cette configuration rappelle celle de la Bolivie, privée d'accès à la mer depuis la guerre du Pacifique au XIXe siècle, et qui, depuis lors, n'a jamais cessé de revendiquer un débouché maritime. L'histoire l'enseigne, l'accès à la mer, c'est la survie économique, l'ouverture au commerce mondial, la possibilité d'échapper à l'étouffement diplomatique. En un seul geste, la Guinée-Bissau bouleverse les équilibres régionaux, redessine la carte et place la CEDEAO face à sa plus grave crise de légitimité. Pour la première fois depuis sa création, l'organisation vacille et l'Alliance des États du Sahel, AES, s'impose comme une force nouvelle, dictant désormais son tempo à la région. En quelques heures, l'architecture régionale patiemment bâtie pendant 50 ans menace de s'effondrer. Ce bouleversement ne concerne pas que des lignes sur un atlas. Il engage la paix, le commerce, la sécurité de millions de vies humaines. Fermer les yeux sur ce choc, ce serait laisser s'effondrer l'équilibre du continent avec des conséquences économiques, diplomatiques et humaines impossibles à mesurer. C'est un peu comme ignorer, à la veille de la Première Guerre mondiale, les tensions qui montèrent dans les Balkans, alors que tout un continent se préparait à basculer dans l'inconnu. Mais comment un seul geste a-t-il pu fracturer un demi-siècle d'intégration ? Derrière la décision du général Horda se cache une chaîne de frustration et de calculs stratégiques qui s'est lentement tissée au fil des ans. La CEDEAO, jadis symbole d'unité ouest-africaine, traverse aujourd'hui une crise sans précédent. À sa fondation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se voulait à la fois moteur d'intégration économique et garant de la sécurité collective. Pendant près de 50 ans, elle a su désamorcer des conflits majeurs, comme en Sierra Leone en 1997, au Libéria dans les années 90 et en Côte d'Ivoire au début des années 2000, tout en coordonnant des politiques essentielles à la stabilité régionale. Prenons l'exemple du Libéria. Sans l'intervention militaire de la CEDEAO, le pays aurait sombré dans un chaos durable et la crise aurait probablement débordé sur les voisins. De même, la gestion commune de certaines routes commerciales a permis de fluidifier la circulation des marchandises, réduisant les coûts pour des millions de commerçants et de familles. Mais depuis l'an 2020, ce fragile équilibre s'effondre. Les coups d'État militaires se succèdent, d'abord au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé en août 2020, puis au Burkina Faso en 2022, et enfin au Niger en 2023. Face à ces dérapages, la CEDEAO tente d'imposer des sanctions, comme la fermeture des frontières ou la suspension des transferts financiers. Mais ces mesures sont systématiquement contournées, parfois même ouvertement défiées par les nouveaux régimes. Son autorité vacille, révélant une perte de contrôle inquiétante. Ce schéma rappelle la Ligue des Nations à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une institution impuissante, incapable de faire respecter ses décisions et dont la crédibilité s'effrite à mesure que les crises s'accumulent. La contestation gronde.
On l'accuse d'être trop inféodé aux intérêts occidentaux, dominés par le Nigeria et le Sénégal, et surtout déconnecté des réalités vécues par la majorité de la population. Ce fossé s'élargit à mesure que la sécurité se détériore et que la confiance s'érode, tant chez les dirigeants que dans la rue. La Guinée-Bissau incarne ce malaise. Marquée par une histoire de coups d'État à répétition, plus d'une dizaine depuis son indépendance, et une gouvernance fragile, elle est tombée sous la coupe de réseaux criminels au point d'être qualifiée de narco-État par l'ONU. Ni les interventions africaines, ni les médiations européennes, ni les opérations clandestines n'ont permis d'y instaurer une paix durable. À titre d'exemple, en 2013, la saisie de plusieurs tonnes de cocaïne dans le port de Bissau avait révélé l'ampleur des réseaux internationaux infiltrant l'appareil d'État. L'alarme est tirée. Si la CEDEAO échoue, c'est toute la région qui risque de sombrer dans le chacun pour soi. Le vide institutionnel ouvre la porte à des ambitions extérieures, Russie, Turquie, Chine, mais aussi milices privées, et au retour de l'anarchie. Des décennies d'efforts, de stabilité et d'intégration pourraient s'effondrer, menaçant l'avenir même de l'Afrique de l'Ouest. Mais un événement va bouleverser ce fragile statu quo, le retrait spectaculaire de la Guinée-Bissau de la CEDEAO. Ce choix radical annonce l'arrivée d'une nouvelle ère où l'ordre régional vacille et les certitudes s'effritent. Quand une alliance militaire du Sahel rompt son isolement grâce au ralliement inattendu d'un petit État côtier, l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest chancelle. La décision de la Guinée-Bissau de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, jusque-là resserrée autour du Mali, du Burkina Faso et du Niger, n'est pas un simple coup d'éclat politique. C'est le signal d'un basculement profond, où la logique des blocs rivaux s'impose face à la coopération historique incarnée par la CEDEAO. Pour les gens de l'AES, cette union est une riposte directe aux sanctions économiques et politiques qui les frappent depuis plusieurs années. Elle incarne aussi une volonté farouche d'échapper à la tutelle de la CEDEAO, perçue désormais comme relais des puissances occidentales. Derrière le discours de souveraineté retrouvé, il y a surtout une stratégie de survie, dictée par la nécessité plus que par l'idéologie. En accueillant la Guinée-Bissau, l'AES obtient ce qui lui manquait, une fenêtre sur l'océan Atlantique. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, enfermés au cœur du continent, ce débouché maritime change la donne. Jusqu'ici, ils dépendaient de corridors commerciaux étroitement contrôlés par des voisins parfois hostiles, toujours méfiants. Désormais, ils entrevoient dans la possibilité de desserrer l'étau économique qui menace leur existence même. Prenons le cas du Niger, qui exporte l'uranium essentiel à la production d'énergie nucléaire en Europe. Jusqu'à présent, ce minerai devait transiter par le Bénin ou le Togo, où les risques de blocage étaient constants. Avec un accès direct à la mer via la Guinée-Bissau, le Niger pourrait négocier de nouveaux contrats avec des partenaires russes ou chinois, brisant le monopole occidental. La rhétorique de l'AES est limpide. Reconquérir la souveraineté, rejeter le néocolonialisme, faire de la stabilité sécuritaire une priorité, et nouer de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. L'Alliance se rêve en bras armés d'une Afrique affranchie, prête à rompre avec les anciennes règles du jeu et à refuser toute pression extérieure. Mais ce rêve se heurte à une réalité beaucoup plus rude. Convertir une alliance de principes en pouvoir économique ou sécuritaire demeure un défi colossal. Les membres de l'AES partagent la défiance envers l'ordre établi, mais manquent de ressources, de stabilité et d'une vision commune à long terme. Leurs économies, fragiles et dépendantes des matières premières, risquent un isolement encore plus prononcé. Quant à l'appui militaire russe, il n'offre aucune garantie de paix durable. Rappelons-nous l'expérience de la Centrafrique, qui, après avoir fait appel au groupe Wagner, a certes repris le contrôle de quelques régions, mais au prix d'une dépendance accrue et de nouveaux risques pour sa stabilité interne. Pour la Guinée-Bissau, ce pari est celui d'un gain immédiat. Contrôler davantage ses ressources, renforcer sa souveraineté économique et peser dans les négociations régionales. Mais à quel coût ? En s'alignant sur un bloc militaire, en rupture avec ses anciens partenaires, le pays risque de voir ses échanges commerciaux se tarir et ses propres fragilités internes s'aggraver. Ce choix pourrait amorcer une fragmentation durable de l'Afrique de l'Ouest, où chaque camp défendrait férocement ses intérêts, au détriment du bien commun. Paix régionale, fluidité des échanges, résistance aux ingérences extérieures, tout se retrouve menacé, suspendu à la prochaine décision de ces nouveaux blocs. Mais la bascule de la Guinée-Bissau n'a pas seulement des conséquences stratégiques. Elle révèle aussi les lignes de fracture interne qui menacent la stabilité du pays. La souveraineté militaire, promesse de renaissance ou mirage périlleux.
Cette interrogation hante désormais la Guinée-Bissau et l'Alliance des États du Sahel, qui misent leur avenir sur une rupture historique avec l'ordre régional établi. Le général Horda Ananamon esquisse une voie singulière pour son pays, s'inspirer du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Le pari, briser le carcan des institutions ouest-africaines et occidentales, instaurer une autonomie radicale et orienter l'économie vers un développement étatique et volontariste. Ce projet prône un nationalisme économique farouche, la maîtrise souveraine des ressources et un rejet frontal des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Pourtant, la réalité se révèle bien plus rugueuse. En Guinée-Bissau, comme chez ses alliés du Sahel, la fragilité institutionnelle domine. L'économie repose quasi intégralement sur quelques matières premières, comme la noix de cajou pour la Guinée-Bissau, l'or pour le Burkina Faso ou l'uranium pour le Niger. Les infrastructures sont dramatiquement insuffisantes. La corruption gangrène l'administration, la collecte de l'impôt demeure un casse-tête et l'État peine à assurer des services de base. Ce choix d'émancipation comporte des risques économiques vertigineux. En se coupant volontairement des financements et appuis extérieurs, ces États s'exposent à l'isolement, à la contraction budgétaire et à la fuite massive des capitaux. L'instabilité politique, déjà chronique, pourrait s'aggraver, tandis que les mécanismes de sécurité et de coopération régionale se désagrègent. Prenons l'exemple du Venezuela après 2017, qui, en coupant ses liens avec les bailleurs de fonds occidentaux, a vu son économie plonger dans l'hyperinflation et ses infrastructures fondre comme neige au soleil. Le fameux modèle Traoré révèle déjà ses failles au Burkina Faso. Malgré la rhétorique souverainiste, le pays subit une insécurité endémique, des attaques djihadistes répétées et une croissance économique en berne. Les promesses de progrès social, écoles, hôpitaux, emplois tardent à se matérialiser, alors que la population endure un quotidien de plus en plus précaire. L'Alliance des États du Sahel, malgré ses discours de renouveau, peine à résoudre ses propres crises, révoltes armées, pauvreté chronique, défiance envers l'État. L'arrivée de la Guinée-Bissau, dotée d'un accès maritime mais d'une économie fragile et d'une administration défaillante, n'offre aucune garantie de succès. Si cette stratégie échoue, l'Afrique de l'Ouest pourrait s'enfoncer dans la récession, la violence et la marginalisation, devenant un terrain d'affrontement pour des puissances étrangères en quête d'influence. Mais si elle aboutit, contre toute attente, une nouvelle ère d'autonomie africaine pourrait s'ouvrir. Le suspense demeure total, entre l'espoir d'une indépendance réelle et le risque d'une marginalisation durable. À ce point, il est essentiel d'examiner les scénarios possibles. Le premier scénario, optimiste, verrait la Guinée-Bissau et l'AES réussir à bâtir une nouvelle coopération régionale, plus indépendante, capable d'attirer des investissements non traditionnels, notamment d'Asie ou du Moyen-Orient. Des accords pourraient être signés avec des entreprises indiennes ou turques pour le développement des infrastructures portuaires, créant des emplois et stimulant l'économie. Dans ce cas, l'exemple pourrait inspirer d'autres États à réclamer plus d'autonomie, sans toutefois rompre totalement avec la CEDEAO. Le second scénario, plus sombre, verrait l'isolement s'aggraver. Les échanges commerciaux chuteraient, la fuite des talents s'accélérerait et les crises sécuritaires s'enchaîneraient. L'effondrement soudain d'un système régional comme celui de la communauté des États indépendants après la chute de l'URSS pourrait alors servir de parallèle. Chaque pays livrerait une lutte solitaire, sans coordination, face à des défis systémiques. Face à ce tournant, quelles leçons les sociétés ouest-africaines doivent-elles tirer ? Les choix politiques actuels dessinent les contours d'un avenir incertain, où chaque décision compte. Décryptons les conséquences possibles de cette bascule, non seulement pour les dirigeants, mais pour chaque citoyen. Au-delà des tractations entre gouvernements, chaque paysan, commerçant ou étudiant ressent les effets directs de ces bouleversements. Le quotidien de millions de familles ouest-africaines est bousculé. Le coût de la vie, l'accès au travail, à l'éducation ou à la sécurité dépendent désormais de décisions prises au sommet des États et dans les alliances régionales. Imaginons par exemple un commerçant de Bobo-Dioulasso qui du jour au lendemain se voit imposer de nouveaux droits de douane pour transporter ses marchandises vers le port de Bissau, ou encore un étudiant nigérien qui ne peut plus obtenir de bourse régionale pour poursuivre ses études à Dakar. L'impact est immédiat, concret et souvent douloureux. La souveraineté sans moyens concrets demeure une façade fragile. Être indépendant ne suffit pas. Il faut des institutions robustes, des écoles performantes, une gestion honnête. Quand l'État vacille, la population en subit les conséquences. Instabilité, corruption, fuite des talents.
L'intégration régionale via des organisations comme la CEDEAO a permis d'améliorer le commerce, la mobilité et la prévention des crises. Mais son effacement soudain, comme aujourd'hui, expose à la désorganisation. Les échanges ralentissent, les frontières ferment, les tensions s'exacerbent. Pour garantir la stabilité et la prospérité, il ne suffit plus de miser sur l'indépendance affichée. Diversifier l'économie, investir dans la jeunesse, créer des perspectives concrètes deviennent des priorités vitales. Sinon, l'autonomie proclamée ne serait qu'un masque, cachant une dépendance accrue envers de nouveaux partenaires ou des circuits parallèles. Prenons l'exemple du Rwanda qui a su, après le génocide, investir massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures, réduisant ainsi sa dépendance envers l'aide extérieure tout en maintenant des partenariats stratégiques variés. Les choix des gouvernements militaires ou civils engagent l'avenir de toute une génération. Une rupture brutale ou l'isolement peuvent mener à la régression, alors qu'une coopération, même imparfaite, reste un chemin vers l'innovation et la croissance. Dans ce contexte inédit, rester lucide face aux influences extérieures s'avère crucial. Ni alignement aveugle sur les anciennes puissances, ni soumission aux nouveaux venus qui poursuivent leurs propres intérêts. À chaque citoyen, entrepreneur, famille de défendre la transparence, l'éducation et la veille sur l'action publique. Le danger est tangible. Si la géopolitique reste l'affaire de quelques dirigeants, tous risquent de perdre droits, revenus et sécurité. Mais si société civile, jeunes, commerçants et agriculteurs s'engagent, cette période trouble peut devenir une chance d'inventer un modèle de développement ancré dans les réalités locales. Pour transformer la crise en opportunité, des mesures concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la société civile par la formation, la liberté d'expression et la capacité à surveiller l'action publique. Des ONG locales pourraient, par exemple, surveiller la gestion des ressources naturelles pour éviter la captation par quelques élites. Deuxièmement, favoriser l'intégration sous-régionale par des accords bilatéraux, même en dehors de la CEDEAO, pour maintenir une continuité des échanges et de la mobilité. Des forums économiques pourraient être organisés entre la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour harmoniser les tarifs douaniers et faciliter les investissements croisés. Troisièmement, investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle afin d'offrir à la jeunesse des perspectives crédibles, limitant ainsi la tentation de l'émigration ou du recours aux réseaux criminels. Quatrièmement, promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption, notamment en généralisant les audits publics et en encourageant le journalisme d'investigation. Cinquièmement, encourager la diversification des partenaires internationaux en négociant avec des acteurs asiatiques, sud-américains ou du Moyen-Orient, mais toujours dans le respect des intérêts nationaux et régionaux. La sortie de la Guinée-Bissau de la CEDEAO n'est donc pas seulement un épisode institutionnel, c'est le signal d'un basculement qui oblige chacun à redéfinir ses repères. Reste à savoir qui, demain, saura transformer cette crise en opportunité réelle pour l'Afrique de l'Ouest. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest se joue aujourd'hui. Chaque voix, chaque choix compte plus que jamais. Ce qui se passe en Guinée-Bissau n'est qu'un symptôme d'un bouleversement régional bien plus vaste. Pendant des décennies, la stabilité reposait sur la solidarité, les compromis et l'intégration. Désormais, la souveraineté nationale s'impose, quitte à fragiliser l'ordre patiemment bâti par l'ensemble des pays ouest-africains. Le dilemme est clair. Préserver des années de progrès en matière de sécurité et de commerce, ou risquer de tout perdre en poursuivant une autonomie isolée. Subir l'histoire ou la réécrire, voilà l'opportunité, mais aussi le danger. Les peuples ouest-africains peuvent façonner de nouvelles règles, refuser la fatalité, mais le coût de l'erreur serait immense. Ce tournant exige lucidité et engagement. Rompre avec le passé ne garantit rien. L'isolement menace, la vulnérabilité guette. L'histoire récente l'enseigne, aucun État, aussi déterminé soit-il, ne prospère seul. Les promesses d'indépendance doivent se traduire en actes, sous peine de conduire à la régression. À chacun d'agir, s'informer, débattre, interpeller les dirigeants, exiger des comptes. Il ne faut pas laisser d'autres écrire l'avenir à notre place. L'engagement citoyen, le dialogue public, la solidarité régionale seront les clés de la stabilité et de la prospérité. L'avenir dépendra de la capacité des peuples à conjuguer autonomie et coopération, à défendre leurs intérêts sans sacrifier la paix. Le choix est ouvert, mais il doit être lucide et partagé. Ainsi, le geste du général Horda, loin d'être un simple événement isolé, résonne comme un avertissement. Chaque décision, chaque rupture d'alliance, chaque repli ou ouverture façonne le destin collectif.
l'Afrique de l'Ouest, à la croisée des chemins, peut choisir l'émiettement ou l'invention d'une nouvelle solidarité. L'histoire jugera